Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes, nous y sommes, messieurs, dames. Premier rendez-vous de la semaine. Notre invité ce matin, c'est le délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo. Quel parti est membre de la coalition des 14? Monsieur Antoine Follet est le délégué général. Alors, monsieur Antoine Follet, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditeurs. Voilà, j'espère que vous portez à merveille, tout comme votre parti. Bien sûr, tout à fait. Alors, vous êtes membre de la coalition. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui coalition des 14 ou bien coalition des 13? Non, c'est la coalition des 14 partis politiques. Il y a pas, nous sommes 14 et nous sommes bien 14. D'accord, vous êtes bien 14. Vous avez choisi les manifester à l'intérieur du pays, notamment à travers des meetings, et vous avez réussi à le faire au niveau de Mango, au niveau de Bafilo et au niveau de Sokodé. Y a-t-il eu des difficultés? Non, tout s'est passé normalement. D'ailleurs, on a été très ravis et même agréablement surpris par l'affluence qu'il y a eu dans ces trois villes. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'actes d'intimidation, de démotivation ont été menés pour que ces rencontres n'interviennent pas ou se passent mal. Tout a été fait pour décourager les populations. Mais nous avons été agréablement surpris que les populations de Mango, de Bafilo et de Dapango se soient déplacées massivement pour écouter les messages que nous leur avons apportés. Et ici, c'est le lieu de profiter de votre antenne pour les remercier pour cette mobilisation massive et les encourager à continuer et à rester déterminés et mobilisés pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et tout le temps qu'ils étaient restés sans manifestation pendant que vous le faisiez à Lomé dans d'autres villes, qu'est-ce qu'ils ruminaient en eux là-bas? Vous savez, c'est toujours difficile de vivre dans son propre pays assiégé. Comme si on était en guerre, de vivre chez soi, comme dans un territoire d'occupation. Non, à un moment donné, je pense que ils ont ressenti beaucoup de frustration, mais en même temps, leur détermination a fait que ils ont vécu tout cela en se disant, de toute façon, ça ne peut pas être éternel. C'est ce que tous nous ont dit, oui, vous êtes là aujourd'hui avec nous. Nous savions que ce jour arriverait et que cette situation d'état de siège n'allait pas durer éternellement. Voilà. Oui, mais en réalité, le ministre Gilbert Barra a dit dans son entretien avec nos confrères des médias en ligne, il disait que ces villes n'ont jamais été assiégées. Ce sont seulement les forces de sécurité et de défense positionnées à des endroits stratégiques pour des raisons de sécurité, puisque la sous-région, y compris le Togo, est en proie aujourd'hui à des actes terroristes. Oui, mais bon, quelle est la différence entre ces villes-là et les autres villes du pays? Le terrorisme, c'est uniquement dans ces trois villes. À Lomé, à Tapamé, Palimé, Thiévié, un peu partout. Mais quelle est la différence entre qu'ont fait spécialement les populations de Mango, de Sokodé, de Bafilo pour mériter ce traitement? Il y a des armes qui circulent, selon le gouvernement. Bon, puisqu'on a été là-bas, on a pu faire des meetings en toute quiétude, en toute sécurité. Je suppose que maintenant les armes ont été retrouvées et que désormais plus personne ne nous servira cet argument de 4 armes qui circulent dans la nature. Finalement, c'est la CEDEAO qui a favorisé la tenue de ces meetings dans ces villes que vous considérez entre guillemets assiégées? Ou bien c'est votre propre courage, ou bien des négociations avec le gouvernement, ou carrément c'est l'ouverture du gouvernement? Non, vous savez, la CEDEAO n'est pas venue là comme ça, tout seul. Et quand la CEDEAO est arrivée, il a fallu que la coalition les convainque de la réalité de la situation. Et
n'oubliez pas que nous avons eu affaire à des présidents, à des chefs d'État qui ont quand même une bonne notion de la réalité de nos pays. Donc, qui ont trouvé pas normal du tout que des villes, certaines villes d'un pays qui n'est pas en guerre, soient interdites de manifestations, soient interdites j'allais dire de déplacement. Vous voyez, donc non, moi je pense que les responsables de la CEDEAO, enfin les deux chefs d'État, ont tout simplement ramené les autorités togolaises à la raison. Voilà, et en plus, notre détermination, notre volonté de faire en sorte que les droits constitutionnels soient respectés, tout cela ont contribué à amener les autorités togolaises à la raison. Vous savez, nous avons toujours dit que les arguments que l'on nous servait étaient des arguments farfelus. Il suffit d'aller là-bas pour s'en rendre compte et de discuter avec les gens. Tout ce qu'on nous disait, qu'il y avait une situation d'insécurité totale, etc., tout cela, c'était des pipeaux. Et ça n'a absolument, ça ne correspond absolument à aucune réalité. Voilà, les populations de Mango, la seule vraie réalité, c'est que les populations de Mango, de Bafilo et de Sokolé sont déterminées derrière la coalition pour faire aboutir nos revendications. C'est ça la seule réalité qui avait peut-être conduit le gouvernement à démotiver ces gens-là, à les décourager, mais malheureusement, je crois que ça a plutôt contribué à accentuer leur détermination. Ce que nous avons vu, vous savez, dans ces trois villes la dernière fois, nous a fait chaud au cœur. Vous voyez, ça vous a fait chaud au cœur? Oui, tout à fait. Bien sûr. C'est vrai que vous avez été accueilli dans une liesse populaire, que ce soit à Mango, à Bafilo, au Sokodé, etc. Ou bien un travail de fond avait été fait. Vous aviez préparé les gens en amont pendant des jours, des mois, que vous arriveriez chez eux? Non, vous savez, non, les contacts n'ont jamais été coupés avec nos représentants locaux. Donc, les représentants locaux de nos différents partis ont continué, malgré la situation difficile du terrain, ont continué avec courage, et c'est le lieu de les en féliciter, de les encourager, ont continué à faire ce travail de sensibilisation souterraine dont nous avons vu les résultats la dernière fois. Voyez, donc on a continué à faire ce travail. Donc votre stratégie selon laquelle il fallait faire dire par le truchement du PNP que voilà, il y aurait des choses pour venir perturber les meetings, ça a marché? Non, ça n'a jamais été notre stratégie de faire dire par le PNP. Le PNP a évoqué des raisons de sécurité liées à certains de ses militants. Donc nous les avons pris en compte. Ça n'a pas été une stratégie concoctée. Mais pas l'ensemble de la coalition? Absolument pas. Ça, non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est du bluff. Non. Ça n'a jamais été. Non, le PNP a évoqué ses raisons. Et comme toujours, j'ai toujours dit que la coalition n'est pas un bloc monolithique. Il y a des débats. Il y a des débats de fond qui ont lieu au sein de la coalition, et à l'issue de ces débats, nous parvenons toujours à un consensus, et ce consensus, souvent, se transforme en décision qui s'impose à tout le monde. Mais il peut arriver que pour des raisons liées à tel ou tel aspect, un parti ou tel ou deux décide de ne pas s'associer à une manifestation. C'est déjà arrivé. Mais cela ne nous empêche pas d'organiser ces manifestations. La preuve, ce que nous avons fait ce week-end. Voilà, donc on n'a pas fait dire au PNP, on a mis en place aucune stratégie de désinformation en connivence avec le PNP. Non, mais le PNP a fait valoir des raisons sérieuses que nous avons prises en compte. Donc aujourd'hui, finalement, la sérénité est revenue dans la maison? Mais la sérénité a
toujours été dans la maison, malgré les débats, c'est vous les journalistes généralement, qui essayez d'enflammer les choses, de donner beaucoup d'importance exagérée à des choses qui n'en valent pas la peine. Mais vous savez, au sein de la coalition, nous sommes sereins, voyez-vous. Donc non, il n'y a absolument, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat, attention, il y a des débats, mais ces débats ne remettent pas en cause le débat fond. ou problème. Non. Il n'y a pas de problème ou bien il n'y a pas de débat. Non, il y a des débats, oui, mais il n'y a pas de problème. Il y a des débats, mais ces débats n'ont jamais remis en cause ce qui nous lie. Nous avons une plateforme politique, c'est ça l'essentiel. Aucun parti politique, membre de la coalition, n'a jamais remis en cause aucun aspect de cette plateforme politique. Et c'est ça le plus important. Bon. Oui, mais on vous avait attendu aussi dans la ville de Kara. Mais pourquoi vous avez opté enjamber cette ville pour vous retrouver à Mango et au retour également, vous ne vous êtes jamais arrêté à Kara, ne serait-ce que pour visiter les prisonniers? Non. Vous savez, nous avions un programme précis. Les interdictions de manifester qui nous avaient été imposées par le gouvernement concernaient les 3 villes de Mango, Bafilo et Sokodé. Donc, depuis le mois d'octobre, ces 3 villes ont été sevrées, nous ont été interdites. Donc, nous avons voulu prioritairement aller dans ces 3 villes. C'est ce que nous avons fait. Nous avions, vous savez, en ce moment-ci, nous avions un programme très chargé parce que nous sommes obligés de mener plusieurs actions simultanément. Donc, on ne pouvait pas, en 2 jours, en 2-3 jours, faire plus que ça. D'accord? Donc, nous n'avions programmé que ces 3 villes-là, Mango, Bafilo et Sokodé. Kara, ça sera pour une autre fois. Mais Kara vous fait peur, apparemment? Pas du tout. Mais pas du tout. Vous savez, si nous avions peur, nous ne serions même pas allés à Mango. Si vous saviez ce qu'on nous disait, si vous saviez ce qu'on nous disait, si on devait écouter ce qu'on nous disait et les suivre... C'est que le ministre vous avait dit. Pardon? C'est que le ministre avait dit. Oh bon, vous savez, ça, ce sont des déclarations totalement irresponsables sur lesquelles moi je ne veux pas revenir. Si quelqu'un, un responsable d'État ne peut pas tenir ce genre de discours, surtout dans le contexte actuel. Et je suis surpris d'ailleurs que ce monsieur n'ait pas été repris par ses responsables. Mais ce sont, comme on dit, les habitudes de la maison. Ça, je n'ai pas à les commenter. Mais je tiens ici à dire que la coalition n'a pas peur d'aller à Kara. Et vous, pourquoi aurions-nous peur d'aller à Kara? Kara fait partie du Togo. Kara est une ville du Togo. Et nous sommes une coalition qui se préoccupe de tout le Togo. La ville originaire du chef de l'État, peut-être la chasse gardée de son parti. Mais, est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? C'est ce que le régime tente de faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans un pays démocratique. Avez-vous des militants à Kara? Mais bien sûr. La plupart des partis de la coalition ont des militants à Kara. Bien sûr que c'est plus difficile à Kara qu'ailleurs, mais nos militants y sont, et vous verrez, le jour où la coalition ira à Kara, vous serez surpris, agréablement surpris. Alors, vous avez pu organiser des meetings avec la sortie en liesse dans la joie totale des populations dans ces 3 localités que la coalition considérait dans le passé comme étant des villes assiégées. Est-ce que dans les jours à venir, on va assister au retour des Togolais qui ont quitté ces différentes villes pour se retrouver ailleurs? Cela fait partie des mesures d'apaisement dont nous continuons de demander la mise en œuvre. Il y a des choses qui se font.
la libération à compte-gouttes, bien sûr, certainement, mais la libération de tous les prisonniers et le retour des réfugiés et des déplacés. Nous travaillons à cela. Nous ne manquons aucune occasion de rencontre avec les chefs d'État, avec les autorités pour remettre cette question sur la table. Il n'est pas normal que dans le contexte actuel, nous vivions ces genres de situations où des Togolais, alors que nous ne sommes pas en situation de guerre, des Togolais soient obligés de fuir leur propre pays pour aller se réfugier dans les pays voisins ou dans des pays lointains. Non, il faut tout faire pour que ces réfugiés, ces déplacés reviennent chez eux. Et les activités politiques des partis membres de la coalition dans ces localités, ce serait envisageable aussi? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, nous n'avons jamais rompu, coupé les ponts avec nos représentations dans ces villes. Sinon, nous n'aurions pas vécu ce que nous avions vécu le week-end dernier. C'est parce qu'il y a... maintenant, nous espérons qu'il n'y aura plus d'entraves policières, militaires au libre exercice des activités politiques dans ces villes. Nous osons l'espérer. En tout cas, nous resterons vigilants pour que nos militants et nos représentants puissent exercer librement leur mission. En tout cas, le ministre Gilbert Barra, toujours dans sa tribune, avait dit aussi qu'aucun leader politique n'a à craindre pour sa vie ou pour sa sécurité. Notre pays a besoin des talents, de la compétence et de l'énergie de tous. Fin de citation. Mais il dit, il n'y aura plus jamais sur la tête de nos aïeux le 19 août 2017. Alors, sur la première partie de sa déclaration, c'est tout à fait normal que personne, qu'aucun responsable politique n'ait à craindre pour sa sécurité. Bon, eh bien, nous les prenons au mot. Chiche. Et les Togolais, Adjadam bientôt sera de retour. C'est ce que je viens de vous dire. Nous les prenons au mot. Donc, chiche, faisons en sorte que tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, y compris ceux qui sont obligés aujourd'hui de se mettre à l'abri à l'extérieur, puissent rentrer au Togo et exercer librement leurs activités politiques. Maintenant, concernant le 19 août, moi, ce que je voulais répondre à M. Gilbert Barra, c'est que oui, tous les Togolais souhaitent qu'il n'y ait plus de 19 août au Togo. Tous les Togolais. Maintenant... À la coalition également. Bien sûr. Mais si demain, le Togo, si les autorités togolaises satisfont les revendications légitimes que porte la coalition au nom du peuple togolais, eh bien, et que le Togo devient demain un pays démocratique, évidemment, il n'y aura pas de raison qu'il y ait encore le 19 août. Mais si les tenants actuels du pouvoir continuent de prendre le Togo comme leur patrimoine privé et le gèrent comme un héritage familial à jouissance personnelle, eh bien, les 19 août vont se multiplier. Les 19 août, les 5 octobre, etc. vont se multiplier. Donc, je suis d'accord avec M. Gilbert Barra qu'il n'y aura plus de 19 août. Mais la seule condition, c'est que le Togo devienne un pays réellement démocratique. Mais si le Togo, si le régime continue de s'opposer, comme il le fait actuellement, aux revendications légitimes que porte la coalition, eh bien, moi je dis que plus jamais, rien ne sera comme avant. Les Togolais ne sont plus prêts à accepter d'être tenus en esclavage dans leur propre pays. Les Togolais n'accepteront plus jamais que les ressources de ce pays soient dilapidées, soient accaparées par une minorité
voilà, c'est comme l'a dit d'ailleurs le chef de l'État lui-même. Oui. Eh bien, rien ne soit. Alors, qui pille le pays. Qui pille le pays. Mais alors, et tant que les choses seront comme ça, eh bien, je dis, les 19 août vont se multiplier. Mais il appartient, la balle est dans leur camp. C'est à eux de donner. Oui, mais de faire droit à nos revendications. Il dit que vous êtes obsédé par je vais vous le citer, on l'avait présenté tout à l'heure dans le journal. Il dit ceci, je le cite, ce qui obsède la coalition, c'est de remettre en cause l'ordre constitutionnel et les institutions démocratiques. Obtenir la mise en place d'un gouvernement de transition qui dirigerait véritablement le pays et se chargerait à sa guise de la réalisation des réformes et décider qui peut ou non être candidat. Le stratagème est un peu simpliste, obliger le gouvernement et sa majorité à se démettre ou à se soumettre en acceptant d'être une victime consentante d'un coup de force insidieux. Fin de citation. Mais vous voyez ce que vous venez de lire, là, ça doit faire rire les Togolais qui vous écoutent. Parce que qu'est-ce que ce régime a fait jusqu'à présent? C'est exactement ça. Vis-à-vis du peuple togolais, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, moi, M. Gilbert Bahara est dans son rôle. C'est de bonne guerre. Il est dans son rôle de VRP, du chef de l'État. Donc, qu'il veut faire passer pour un ange alors qu'il en est loin, et de faire passer la coalition pour un diable. Bon, mais les Togolais ne sont pas dupes. Je crois que ce que dit M. Bahara n'a qu'une portée, n'a aucune portée, en réalité, n'a aucune portée. Vous savez, cela va faire bientôt 1 an que les Togolais sont dans la rue. Dans un pays normal, avec un président responsable, qui se sent responsable vis-à-vis de la population, eh bien, le président aurait pris sur lui, déjà dès le début de la crise, de s'adresser solennellement aux Togolais pour dire, voilà, je vous ai compris. Le chef de l'État? Le chef de l'État. S'adresser solennellement à la nation. Ce serait, bien sûr, mais dans un pays normal, c'est comme ça que ça se passe. Or, nous avons un président qui ne parle pas, qui se cache des Togolais, qui passe son temps à aller vadrouiller partout à l'extérieur du pays et qui ne parle jamais aux Togolais. Oui, mais à UNI, ils disent que le chef de l'État ne parle pas, mais agit. Non, mais il est quand même le chef d'un État. Un État, un État, ce sont des êtres humains qui ont besoin de savoir ce que pense leur président de ce qui se parle, de la situation. C'est quand même à lui qu'il revient de donner les orientations. Il se dit élu par les Togolais. Donc, il est l'incarnation de la République. Il est l'incarnation de l'unité nationale. C'est à lui de s'adresser aux Togolais et de leur montrer la voie, de leur dire ce qu'il entend faire pour résoudre la crise. Or, nous avons un président qui se tait, qui ne dit jamais rien et qui parle à travers des VRP comme M. Gilbert Bahara. Il a pas une interview au journal Jeune Afrique. Oui, mais alors, il y a combien de Togolais qui lisent Jeune Afrique? C'est ça le problème. Alors, si le président du Togo est obligé de s'adresser aux Togolais en faisant des interviews à Jeune Afrique, je ne sais pas où on va. C'est quoi ce président-là qui se dit représentant, premier responsable du pays et qui n'est pas capable de dire aux Togolais, voilà, vous avez posé des revendications, voilà, j'ai compris, voilà dans quelle direction nous allons aller. Je vais donner un exemple. Moi, la dernière fois qui m'a fait très mal, lorsque les 2 chefs d'État du Ghana et de la Guinée étaient ici, le 27 juin dernier, ils nous avaient rencontrés. Nous leur avons exposé nos préoccupations, nous leur avons remis nos propositions. Le mémorandum. Voilà. Ils ont fait la même chose avec la partie présidentielle. Et moi, ça m'a fait très mal que le président nous ait dit, ah non, eh bien, on est arrivé à un moment où, avec les ministres, on ne pouvait pas avoir de réponse à nos préoccupations. On a dû faire appel au chef de l'État lui-même pour prendre les décisions qu'il faut. Moi, ça m'a fait très mal.
C'est quoi Pourquoi dites-vous que ça vous a fait mal? Mais ça me fait mal parce que les ministres étaient là pour représenter. Ils ont été délégués, mandatés par le chef de l'État. Pour représenter le chef de l'État. Mais donc, ils devraient être en mesure d'apporter les bonnes réponses et d'aider les deux présidents à prendre les bonnes décisions. Il a fallu que les deux présidents appellent le chef de l'État lui-même pour que pour prendre les décisions soient décantées. Bon, moi, ça m'a fait très mal. Donc, et c'est une preuve tangible que c'est à M. Faure Gnassingbé lui-même de prendre la mesure de la situation et de prendre les décisions pour sauver le Togo du chaos. Il le fait par moments à travers les discours à la nation au cours de la Saint-Sylvestre ou à la veille ou le jour de l'indépendance du pays. Ça, ce sont vous savez, les problèmes ont commencé au mois d'août. Ils ont commencé à marcher le 3 août. Et il y a eu des problèmes le 19 août. Il y a eu des morts, des blessés. Après, il y a eu des manifestations en septembre. Ouais. Mais au mois de... Et donc, il s'est adressé au pays dans un discours classique de fin d'année. Ça, bon. C'était début janvier. Mais il a fait comme si le Togo n'était pas en crise. C'est vrai. Dans son discours, il a fait comme si le Togo comme si on était dans une situation normale. En tout cas, un chef d'État responsable n'aurait pas attendu le mois de décembre pour faire un discours classique, un discours de présentation des vœux à la nation. C'était ça en réalité, le discours de décembre, de début janvier. Ce n'était pas un discours de circonstance pour répondre pour répondre à la situation que nous vivions à ce moment-là, à la situation de crise. Il se serait adressé à la nation dès le mois d'août en disant voilà les revendications, voilà les pistes de solution. Voilà ce que j'entends faire pour sortir le pays de la crise. Là, les Togolais auraient compris. Du coup, lorsqu'il s'est adressé lorsqu'il a fait son discours de présentation des vœux en janvier, en faisant comme si il n'y avait aucune crise au Togo, mais c'est comme il se serait tué, ça aurait été pareil. Voilà. Vous voyez? Aujourd'hui, le problème ou disons la pomme de discorde entre vous semble se dessiner autour de la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020. Ouais. Est-ce que c'est ça réellement la préoccupation de la coalition, ou bien il y a d'autres problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre et qui fait que la crise perdure? Monsieur Antoine Folly, vous allez répondre, mais on marque la pause et on revient tout de suite. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, monsieur Antoine Folly, qui est le délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo. Alors, je vais vous poser la question de savoir, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le nœud même du problème de la discorde entre vous et le gouvernement? Est-ce la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020? Bon, alors, vous savez, le régime essaye de faire croire que d'arriver à concentrer tous les problèmes autour de la candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020. Je dirais même que le fait même de poser ce problème est indécent. Monsieur Gnassingbé, père, a fait 38 ans au pouvoir. Oui. En 2020, Faure Gnassingbé aura fait 15 ans au pouvoir. Au total, cela fera 53 ans. Mais au bout de 53 ans de pouvoir familial, est-ce qu'il est décent vis-à-vis des Togolais de faire de la non-candidature de M. Faure Gnassingbé en 2020 un problème? Je trouve que c'est un manque de respect pour les Togolais.
c'est un manque de considération pour les Togolais. Pour nous, le problème va au-delà de la candidature de M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, la crise togolaise n'est pas née du problème de la candidature de M. Faure Gnassingbé. La crise, elle est d'abord constitutionnelle. Les Togolais se sont donné une constitution en toute souveraineté en 1992. Ce n'est pas la coalition qui a détruit cette constitution, qui l'a vidée de toute sa substance. Cette constitution, si elle avait été appliquée, aurait fait du Togo un pays démocratique au même titre que le Ghana, que le Bénin, parce que au moment où nous écrivions cette constitution, nous avons emprunté un certain nombre de dispositions. Donc vous étiez inspiré donc de cette constitution. La phrase, par exemple, en aucun cas, nous ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est une disposition que nous avons empruntée au Ghana, à la constitution du Ghana. Ça figure aussi dans la constitution du Bénin. Donc nous n'avons pas inventé. Et ça, il faut que les Togolais le sachent. Donc, ce n'est pas la coalition qui a vidé la Constitution de toute sa substance. Si on avait laissé la Constitution, le Togo serait aujourd'hui au même niveau de démocratie et de développement que le Ghana et le Bénin. Donc, la crise est d'abord née de là. Elle est d'abord constitutionnelle. Il faut ramener les dispositions fondamentales dont le régime du RPT a vidé la Constitution. Est-ce la raison pour laquelle vous avez rejeté la proposition ou le projet de loi introduit par le gouvernement en septembre 2017 ? Non. En aucun cas ne figurait pas. Non, attendez. Attendez. En juin 2014, le gouvernement lui-même avait introduit un projet de loi qui, grosso modo, répond aux revendications que nous posons aujourd'hui. Avec la mention, en aucun cas, nous ne peut exercer plus de 2 mandats. Les députés de l'opposition avaient voté pour ce projet de loi. Ce sont les députés de UNIR qui avaient voté contre. C'était le 30 juin 2014. Voilà. Donc ça, je voudrais le rappeler quand même. Ça veut dire que ce régime n'a aucune volonté de faire du Togo une démocratie. C'est ce que cela veut dire. Oui, mais quand le ministre Bara lui dit que le chef de l'État se montre toujours disposé à faire avancer les choses, que les réformes, tout a été déjà fait. Alors, dans ce cas-là, pourquoi le chef de l'État n'a pas donné instruction à ces députés pour qu'en juin 2014, ils votent le projet de loi initié par le gouvernement lui-même? Ce n'est pas l'opposition qui avait initié une proposition de loi, mais c'est le gouvernement qui avait lui-même initié un projet de loi. Et ce projet de loi avait été rejeté par l'intégralité des députés du RPT, enfin de UNIR. Donc, le chef de l'État, qui est leur patron, il est le président de leur parti. Il ne faut pas l'oublier. Et il est le chef de l'État. Le gouvernement, il est également le patron du gouvernement. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas donné les instructions. Est-ce que ce n'est pas la Cour constitutionnelle de décider s'il sera candidat ou non? Non, mais attendez. Oui. Vous savez, oui. Laissez-moi vous expliquer d'abord. Je disais donc que le problème est d'abord constitutionnel. Oui. Il faut ramener les dispositions que le régime la substance qu'on avait enlevée, pour que notre constitution devienne une constitution qui permette au Togo de vivre une vie démocratique normale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des institutions. La Cour constitutionnelle, la HAC, l'autorité de régulation, nous avons des sociétés d'État, etc., etc. Et toutes ces institutions, le régime en a fait des instruments de conservation du pouvoir. En y mettant, regardez par exemple, Togocel, qui est une des sociétés d'État qui ramène encore... Son directeur général est vice-président du parti au pouvoir. L'Office togolais des retraites. Son patron est vice-président du parti au pouvoir. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer à l'appel.
Mais c'est quoi cette République-là? Où toutes les institutions sont devenues des j'allais dire, excusez-moi le terme, des bras armés du pouvoir, enfin du parti au pouvoir pour la conservation du pouvoir. Ce n'est pas normal. Non, ce sont les compétents. Monsieur Joachim, je sais que vous dites ça, mais même vous-même, vous n'y croyez pas. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, je ne veux pas dire ce que vous pensez, mais moi, je n'y crois pas. Que ces gens-là soient compétents, moi, je n'ai aucune raison d'en douter. Mais soit ils sont à la place où ils sont et ne s'occupent pas de politique, ou ils n'y sont pas et s'occupent de politique. On ne peut pas mélanger les deux. Ce mélange des genres, je ne sais pas, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Donc, à votre entendement, le seul ne serait pas laissé à la Cour constitutionnelle de trancher par rapport à cette affaire, puisque 2020, c'est très bientôt. Hein? Non, la Cour constitutionnelle devra juger en fonction la Cour constitutionnelle juge en fonction des textes. Or, lorsque on démantèle les textes, on donne des coups de pied dans les textes, la Cour constitutionnelle fera quoi? Et donc, vous entendez avoir une transition pour réformer tout ça, ou bien les réformes doivent être faites en dehors de la transition? Alors, ce que nous demandons, c'est que il y a des réformes qu'il faut faire tout de suite. Il faut ramener les dispositions fondamentales dont le régime a amputé notre Constitution. Ça, il faut le faire tout de suite. Ensuite, il faut déverrouiller les institutions. Il n'est pas normal que toutes les institutions de la République soient des bras armés du parti au pouvoir. Troisième chose, il faut remettre à plat tout le cadre électoral et définir un cadre électoral consensuel qui nous permette d'organiser des élections transparentes dans ce pays. C'est pour cela que nous avons proposé cette transition. Cette transition, je comprends que M. Bahara, dans son intervention, dénature il dit que vous voudrez que le gouvernement en victime consentante. Non, moi je comprends que M. Bahara dénature l'idée que nous avons de la transition, parce que ce qu'il dit là, c'est ce que eux, ils ont toujours fait. Non, ce n'est pas notre intention. Ce n'est pas du tout notre intention. L'esprit de la transition, c'est que nous nous mettions ensemble. Dès lors que nous sommes d'accord pour reconnaître qu'il faut sortir de ce statu quo, de la situation actuelle, qui n'est pas normale, qui fait du Togo un pays anormal dans la sous-région, dès lors que nous sommes d'accord, nous disons que nous nous mettons ensemble pour définir consensuellement ce que nous devons faire pour sortir le pays de la crise. Ensuite, définir comment nous devons le faire consensuellement, comment nous devons le faire, et le faire ensemble. Voilà le sens et l'esprit de la transition. C'est un esprit du gouvernement aussi. Attendez, c'est un esprit d'ouverture mutuelle et de responsabilité politique. Et dans ce cas, que sera l'Assemblée nationale? Nous avons fait des propositions dans ce sens. Et tout cela est contenu dans votre mémorandum? Bien sûr, nous avons fait des propositions précises, détaillées, sur ce que doit être le rôle de l'Assemblée nationale, ce que doit être le rôle du gouvernement de transition, comment nous devons faire ensemble pour déverrouiller les institutions, etc. Et maintenant, vous espérez que la CEDEAO va s'aligner sur votre proposition? Non. Ce que moi je voudrais vous dire d'abord, c'est que le régime, quand M. Bahara dit que la coalition fait preuve de ceci, bon, lui-même sait que ce n'est pas ça la réalité. Le consensus ne sera jamais l'alignement de la coalition sur les positions du gouvernement. Nous sommes partis de très haut, de très loin. Nous avons fait des propositions en tenant compte aussi de la réalité, mais aussi en ayant le souci de parvenir à un compromis politique. Le compromis, c'est que,
Nous ne faisons un pas, eux aussi ils font un pas et nous trouvons un consensus. C'est ça le compromis. Et le gouvernement dit aujourd'hui qu'ils ont libéré les détenus, même des gens qui n'étaient pas concernés par les manifestations politiques, c'est-à-dire les enseignants des marchés. C'est ça ils ont fait des compromis avec des... c'est ça le compromis. Et ils ont même levé contrôle judiciaire qui pesait sur M. Jean-Pierre Fabre, mais vous n'avez fait aucun pas significatif. Non, donc c'est ça le compromis pour eux. Non, en fait, c'est pas le compromis là utilisé. Non. Vous savez, tout ce dont vous voulez de parler, la libération... 99, 92, 02, 83 pour vos questions à notre invité quand même, oui. Ouais, les mesures dont vous parlez là, c'est tout simplement la réparation d'injustices que eux-mêmes ont créées. Voilà. Avant le déclenchement des marches, des manifestations, est-ce qu'il y avait, en dehors du problème des prisonniers, enfin des personnes détenues dans le cadre de l'affaire des incendies, est-ce qu'il y avait d'autres détenus? Mais les détenus sont arrivés parce qu'ils ont réprimé dans le sang les manifestations, ils ont réprimé dans le sang l'exercice d'un droit constitutionnel. Donc, ce sont des injustices que eux-mêmes ont créées. Donc, il est normal qu'ils réparent ces injustices. Mais ça n'a rien à voir avec les revendications politiques de fond que nous posons. Le compromis, ça doit... les mesures préalables, les mesures d'apaisement, ça, c'est la réparation d'injustices créées par le gouvernement lui-même. Maintenant, le compromis que nous demandons, c'est sûr... Cela touche le fond. Cela touche le fond et cela touche les revendications politiques que nous posons. Et si la CEDEAO ne prend pas en compte ces préoccupations, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre d'abord M. Ali, qui a une question à vous poser. M. Ali, bonjour. Ah là, il est reparti. Un autre intervenant. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, c'est monsieur? Bonjour. Oui, c'est monsieur Pelé. Pelé, nous sommes à votre écoute. Bonjour l'invité. Bonjour monsieur Pelé. Oui, je suis très content de vous. Surtout pour votre retour à l'intérieur. Mais ce qui me surprend, vous avez fait Tokole, Bafulo, Mango, sans passer par Kara. À mon niveau, vous n'avez rien fait. Kara, c'est là où se trouve même l'électorat. C'est là où ce régime croit qu'il gagne sur le Togo. Bon, je voudrais vous faire une attention pour dire que le retour à la Constitution de 92, la transparence des élections, tout ça là, ne garantit pas la victoire de l'opposition. Est-ce que c'est envisageable à votre niveau qu'il faut une alliance électorale avec un programme commun? Est-ce que vous avez cette idée-là dans la coalition avec ses alliés? Bien noté. Et on va prendre M. Komlavi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Ah oui. Notre invité ce matin disait en tout temps qu'il ne va pas bien qu'on trouve les vigés du terre dans le gouvernement bien autour du chef de l'État. Et c'est une mauvaise chose. Je voulais dire que même dans le monde entier, chaque président vient avec ses amis pour pouvoir gérer le pays. Même les États-Unis, nous sommes venus avec ces éléments pour pouvoir construire les États-Unis. Aujourd'hui, même au Bénin, les ministres de justice sont des avocats personnels du canon d'alors. Lui, qui est là-bas qui a parlé, notre invité, il fut ministre, mais il était toujours de l'opposition, il était dans le parti politique. Ça n'a pas empêché d'être ministre ou de gérer le football togolais. Donc je pense qu'il faut décider si le quelqu'un compétent, on peut l'utiliser pour le bien du pays et pour le bien aussi du troisième d'un parti politique, comme lui-même le fait actuellement. Et puis il a aidé aussi à gérer le football togolais en étant imposant. Donc je pense que être d'un parti politique n'empêche pas l'autre de travailler pour l'État. D'accord. Bien noté, monsieur Komlavi. Dodi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joachim. Oui, en fait, je voudrais faire savoir à notre invité que nous ne sommes pas encore en démocratie. Et je voudrais savoir si eux-mêmes, ils croient en ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le dialogue, nous l'avons toujours dit, c'est donner et recevoir. Mais
les deux positions sont des positions tranchées. C'est-à-dire ceux qui sont des collaborateurs, c'est des gens qui font partie de la minorité qui mangent. Et cette minorité-là n'est pas prête à céder parce qu'on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Ce n'est pas possible. Et maintenant, eux, ils ont des principes qu'ils veulent à tout prix défendre et qu'ils veulent à tout prix voir aboutir. Est-ce qu'ils sont sûrs, ils sont sincères qu'un dialogue franc avec un consensus au bout est possible dans ce Togo actuel? Merci. Merci Dodi. Et nous allons prendre le dernier intervenant, c'est Bozambo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons Bozambo. Bonjour à notre invité. Bonjour Bozambo. Ok, j'aimerais dire que vous disiez qu'on va faire gouvernement d'union, bien quoi, il faut organiser les élections. Gouvernement de transition. Le gouvernement de transition. Nous, les peuples togolais, nous ne serons pas d'accord. Si vous avez été là-bas, on va vous piéger. Donc, il faut regarder les fichiers. Les fichiers sont importants. Et dire la CEDEAO va organiser, les Occidentaux vont organiser des élections au Togo, pas superviser, organiser toutes les élections du Togo. On va rapporter tout. Donc, merci. Si vous avez dans ce gouvernement de transition, on va vous piéger et ça serait mort encore. Merci Bozambo. Alors, M. Antoine Follet, le dernier intervenant, dit, lui ne croit pas à cette affaire de gouvernement de transition. Vous risquez d'être piégé, mais plutôt lui, il demande que la CEDEAO ne vienne pas en supervision, mais que la CEDEAO vienne en organisateur de l'élection. Non, vous savez, je comprends ces réactions, mais si la CEDEAO vient organiser les élections, la CEDEAO ou une autre institution, mais après les élections, ils continueront de rester ici pour gouverner avec nous? Non. Nous avons pensé qu'à travers la transition, on pourrait créer un climat de confiance entre les acteurs qui nous permettrait de passer de façon paisible ou apaisée de la situation de dictature actuelle à une situation de démocratie. Je comprends que des gens qui ont des avantages indus, qui ont des choses à défendre, des intérêts personnels à défendre, ne veulent pas que l'on passe à une autre situation. La transition permettra de créer les conditions de confiance pour que les choses se passent en douceur. Voilà le sens et l'esprit de la transition. Ah oui, Pelé dit que lui n'est pas du tout content de vous, étant donné que vous n'êtes pas allé à Kara. Non, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Nous avions voulu de façon symbolique aller dans les 3 villes qui nous avaient été interdites. Kara, nous avons un autre programme pour aller à Kara et dans d'autres villes. Pour l'auditeur, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il continue toujours en disant que pour lui, les réformes ne garantissent pas de facto la victoire pour l'opposition. Mais il vous faut une alliance électorale pour pouvoir gagner ces élections. Vous savez, nous avons compris au niveau de la coalition et de la plupart des partis politiques qui forment aujourd'hui la coalition que notre union forte est nécessaire, je dirais même indispensable et incontournable pour obtenir les réformes, 1, pour gagner les élections et 3, pour gouverner ce pays. Voilà les 3 défis auxquels nous sommes confrontés. Obtenir les réformes, gagner les élections et gouverner ensuite. Si nous ne restons pas unis autour d'une plateforme politique solide, eh bien, nous ne relèverons aucun de ces 3 défis. Mais cette plateforme est-elle assimilable à une sorte d'alliance électorale? Non, aujourd'hui nous avons une plateforme politique, c'est-à-dire un certain nombre de choses sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord. Voilà, on s'est mis d'accord. Mais je dis aujourd'hui que nous sommes à l'étape des réformes. À l'étape des réformes. Maintenant, après, il y aura l'étape des élections. Ensuite, après les élections, il faut gouverner. Et je dis qu'à chacune de ces étapes, que ce soit pour les réformes, pour les élections ou pour gouverner, si nous ne restons pas unis, nous ne relèverons aucun de ces 3 défis. Et maintenant, nous l'avons compris. Pour M. Komlavi, alors tout chef d'État vient avec son équipe.
ces hommes de confiance partout dans le monde, alors on a besoin de ces compétences. Et c'est ce que le chef de l'État fait. Ah bon? Bon, donc... Vous avez parlé entre guillemets de bras armés, entre guillemets. Moi, je parle des institutions. Je parle des institutions. Je trouve que ce n'est pas normal. Par exemple, que le DG de l'OTR, enfin le commissaire général de l'OTR, soit un proche collaborateur du chef de l'État, mais qu'il ait travaillé avec lui à la présidence. Moi, je n'y trouve aucun inconvénient. Mais qu'il soit à la tête de la principale régie financière du pays et en même temps vice-président du parti au pouvoir, ce mélange des genres n'inspire pas confiance aux Togolais et n'est pas bon pour la démocratie et la République. Et cet exemple-là, je peux en citer plusieurs. Et ce n'est pas bien. Et ce sont ces pratiques qui font des institutions de la République des bras armés du parti au pouvoir. Et cela, nous ne l'acceptons pas. Le 31 juillet au soir, ce serait un nouveau départ pour le Togo en matière politique. Vous entrevoyez cela déjà? Pas du tout. Vous savez, moi je voudrais dire aux Togolais ceci. Le prochain sommet de la CEDEAO ne sera qu'une étape. Ça ne sera pas la fin de notre combat pour la démocratie et la liberté et le développement. Voilà, il faut que les Togolais, au-delà du prochain sommet, se tiennent mobilisés pour que nous poursuivions notre combat pour sortir le Togo de cette situation. Merci beaucoup, monsieur Antoine Folly. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini. À l'instant, l'invité, monsieur Antoine Folly, délégué général de l'Union des démocrates socialistes du Togo, UDS Togo, qui est partie membre de la coalition. Merci, messieurs, dames. Tout à l'heure, Jacob Ahama va vous retrouver pour le journal à 9h. Et ce sera en Névé. À 13h, nous sommes là, tout comme à 18h. Et comme nous sommes lundi.